Ok, super, ça marche, magnifique. Bonsoir, merci beaucoup d'être là pour cette table ronde qui va clore cette journée consacrée à l'océan et au climat vu depuis l'espace. Alors on est en bonne compagnie aujourd'hui, ce soir. Alors une partie des gens qui m'accompagnent étaient là aujourd'hui et ont fait des présentations. Et on a deux invités supplémentaires. Donc je vais commencer par les dames. Annie Cazenave, donc, qui a fait une présentation aujourd'hui. Vous êtes directrice de recherche, on va le répéter, pour, les gens le savent, mais on va le répéter quand même. Vous êtes directrice de recherche au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale au CNES, basé à Toulouse, n'est-ce pas? Vous travaillez sur les techniques spatiales appliquées à l'étude du champ, entre autres, appliquées à l'étude du champ de gravité terrestre, la variation du niveau marin, et vous êtes responsable de plusieurs missions spatiales. Vous allez nous en parler. Ah, vous participez, d'accord, très bien. Frédéric Rémy, vous êtes directrice de recherche au CNRS aussi. Vous êtes responsable de l'équipe de glaciologie spatiale du LEGOS, Observatoire Midi-Pyrénées. Vous êtes spécialiste de télédétection en zone polaire et spécialiste aussi de la dynamique des glaces. On va parler avec vous des glaciers. Et vous avez écrit plusieurs livres de vulgarisation scientifique relative notamment à la problématique des glaciers. Voilà. Et donc, j'ai le plaisir aussi d'être avec Catherine Chabot. Bon, je ne sais pas s'il faut la présenter. Catherine Chabot, vous êtes une navigatrice. Vous êtes la première femme à avoir terminé un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. C'était en 96, c'est ça? D'accord. Et Monsieur Munster, Jean Munster, vous êtes directeur scientifique de Total. Et vous êtes aussi l'ancien PDG de l'Ifremer, vous êtes un océanographe renommé. Et vous avez beaucoup publié sur le climat et l'océan. Et donc, vous êtes acquis à ces problématiques. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, aujourd'hui. Alors, je vous invite, donc on va faire une table ronde à la bonne franquette et je vous invite si vous avez des questions qui viennent lors du débat, à voilà, lever la main. On va faire ça de façon impromptue. On peut peut-être revenir. Alors, certaines choses ont été dites lors de la journée, toute la journée, mais ce débat va être retransmis ensuite sur Internet. Donc, c'est bien de répéter certaines choses. On peut peut-être commencer par une question globale. Puisqu'on parle d'océan vu depuis l'espace. En quoi est-ce que le spatial, les sondes spatiales sont si cruciales, l'observation spatiale est si cruciale pour l'étude du climat et de l'océan et au quotidien? Qu'est-ce que ça nous apporte sur... je pense que la question est... on peut peut-être commencer par Jean-François. Allez, c'est parti. Oui, effectivement. Je vais vous dire quelque chose que je disais déjà il y a 30 ans, et ça n'a pas changé. En fait, les techniques satellites, c'est l'outil idéal pour observer l'océan dans sa totalité, avec un échantillonnage dans l'espace et dans le temps qui est adapté aux fluctuations de l'océan. Et vous avez vu MyOcean, on représente les courants à toutes les échelles, et dans la durée, de façon répétée dans la durée. Et si on n'a pas ça, on n'est pas capable de surveiller l'océan, de le prédire et de disposer d'informations quand on cherche à l'exploiter de façon durable. Donc voilà ce que nous donnent les satellites. D'accord. Alors vous parlez donc d'informations. Quelles sont ces informations? Qu'est-ce qu'on recueille par satellite comme information? La masse des courants, Oui, c'est tout. Alors, la première chose qu'on a obtenue par les satellites, ça c'est Annie qui devrait vous répondre, c'est des informations sur la géophysique, la bathymétrie, le champ de gravité, etc. C'est ce qu'on a obtenu en premier. Et puis après, on a obtenu de l'information sur les données de surface. La température d'abord, puis un peu plus tard, à partir de la couleur de la mer, la concentration de chlorophylle. Et puis, depuis les années 90, on obtient les courants. Et les courants, c'est quelque chose, c'est comme les champs de vent dans l'atmosphère, c'est ce qui contrôle le transport dans l'océan, en particulier le transport de température, donc le climat, le transport de sel nutritifs qui alimentent la biologie, ou le transport de polluants quand il y a des accidents.
D'accord. Peut-être, encore une fois, ça a sans doute été dit dans la journée, mais répétons-le. Quelles sont les sondes spatiales qu'on peut connaître qui sont les plus utilisées pour faire des mesures et pour connaître toutes ces informations? Annie, peut-être Je veux bien répondre, mais bon, Jean-François, quel micro, il peut répondre aussi. Vous avez un micro, il y a un micro là-bas. Quand même. Tiens, Annie. Alors, vous parlez que de l'océan, là. Pour l'instant, mais Oui, on va pour parler du l'instant, climat. parce que bon, il y a la série des satellites altimétriques, justement, qui... Aujourd'hui, on a surtout parlé de Topex, Jason, Avisat, mais en fait, ça a commencé dans les années 70. Oui, c'est ça. Il y a eu des précurseurs, il y a eu des missions moins précises et en fait, au départ, ça a été développé pour étudier l'océan, la dynamique des océans, mais les mesures n'étaient pas assez précises pour ça. Et en revanche, comme l'a évoqué Jean-François, ça a énormément servi la géophysique marine, parce qu'on a pu cartographier les creux et les bosses permanents de la surface de la mer, qui reflètent en fait la gravité non homogène de la Terre, et en particulier, en fait, les creux et les bosses de la surface de la mer, ceux qui bougent pas, hein, c'est une sorte d'image de la topographie des fonds marins, et c'est grâce à ça, c'est en les cartographiant avec ces satellites altimétriques qu'on a pu faire des cartes globales de la topographie des fonds marins. Bon, il y a des applications non scientifiques, mais pour la science, c'est fondamental parce que cette topographie, elle est très liée à la tectonique des plaques et les limites de plaques, etc. Donc il y a eu énormément d'études qui ont découlé de ça, avant de pouvoir vraiment étudier la dynamique de l'océan. Ça a démarré, comme on l'a dit, dans la journée, avec le lancement de Topex Poséidon en 80, presque deux décennies maintenant. D'accord. Et qu'est-ce qu'on attend peut-être des futurs développements, les sondes spatiales en préparation? Est-ce qu'on attend des choses nouvelles, des instruments plus précis, d'autres longueurs d'onde utilisées? Qu'est-ce qu'on veut encore savoir sur les océans que Topex ou Jason ne nous disent pas? D'abord, je crois que la première des choses qu'on veut, c'est la continuité de ce système d'observation extraordinaire, très précis. Je ne sais pas si on l'a vraiment évoqué aujourd'hui, mais une mesure individuelle de hauteur de mer, aujourd'hui, on est capable de l'avoir à 1 à 2 cm. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on sait faire depuis une dizaine d'années. J'ai évoqué à l'instant les premiers satellites altimétriques dans les années 70, satellites américains d'ailleurs. La pression, c'était 1 mètre. Donc, on a gagné un facteur 100. Effectivement. Et ça, c'est extraordinaire. Bon, moi, j'ai parlé du niveau de la mer aujourd'hui. C'est un objectif qu'on n'envisageait même pas avant le lancement de Topex. On a pu commencer à étudier ce phénomène-là. On a vu ce matin, enfin vous n'étiez pas là je crois, mais excusez-moi. Il faut le dire. C'est des signaux très petits, c'est des millimètres par an qu'on essaye de mesurer. Et voilà, on a pu le faire que quand on a eu ce gain en précision. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est surtout être capable de continuer, d'avoir des séries de satellites pendant de très longues, plusieurs décennies avec ce type de précision. C'est vraiment, je crois, la première des priorités. Très bien. Je voudrais compléter. Pourquoi est-ce qu'il faut des séries? C'est pas parce qu'on sait faire et donc on veut continuer ce qu'on sait faire. Ça serait vraiment pas intéressant. On a besoin de continuité parce que, d'une part, il y a des changements de la planète, des changements de climat, des changements de l'océan qui sont sur des durées longues. Et pour les comprendre, les observer, il faut des durées longues continues d'observation. La deuxième raison, c'est que ces observations permettent de faire des services qui permettent de faire de la prévision de courant, de la prévision d'état de mer, etc. Et ces services, pour qu'ils existent, il faut qu'ils aient de la donnée de façon continue. Sinon, ils n'existeront pas. Donc, les applications économiques de l'océanographie opérationnelle nécessitent de la continuité et de la durée. Aussi bien scientifique qu'économique. Donc, d'accord. Catherine, vous aviez une question? Oui, moi j'avais une question parce que qu'on comprenne bien, moi c'est une question de Candide. Il y a combien de satellites il me semble très spécialisé les satellites. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen entre les satellites d'observation de l'océan, de la météo, du climat, etc., de mutualiser les instruments de données? Est-ce que l'avenir n'est pas dans la mutualisation? Parce qu'il y a combien de satellites Jason? Il n'y en a pas qu'un seul, j'imagine. Deux? Il y en a de la classe de Jason, il y en a eu 3. D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas mutualiser? Parce que comme on voit qu'il faut en permanence les renouveler, c'est aussi une question de l'environnementaliste que je suis. Je me dis, on envoie des satellites, c'est très bien, mais ils ont une durée de vie, et en fin de vie, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. Est-ce que c'est pertinent de vouloir les mutualiser? Est-ce que c'est possible?
va répondre à plusieurs. C'est pas si simple. C'est souhaitable d'essayer d'optimiser le système parce qu'il est coûteux et parce qu'il est très difficile d'en obtenir des décisions. Mais ce n'est pas si simple parce que chaque mesure nécessite des conditions de mesure, donc un type de satellite, un type d'orbite, etc. particulier. Sinon, vous ne détectez pas le signal. Donc, vous avez ce genre de choses. Deuxièmement, chaque paramètre, ce n'est pas simplement un instrument tout seul, c'est un système. Vous ne pouvez pas dire « je vais envoyer quelque chose qui va mesurer la température ». Non, il faut quelque chose qui détermine précisément l'orbite du satellite, il faut quelque chose qui détermine ce qu'il y a dans l'atmosphère, etc. Donc, en fait, chaque mesure est construite à partir d'un ensemble d'instruments qui occupent de la place sur le satellite. Et donc, on a besoin de faire des optimisations pour atteindre non pas de la détection, mais de la mesure adaptée au signal que l'on recherche. Et ça, c'est une contrainte extrêmement forte. Il faut toujours chercher à optimiser ça d'abord. D'accord. C'est envisageable? Non. On le fait. Autant qu'on peut, on le fait. Souhaitable. D'accord. Sûrement envisageable, mais pas forcément souhaitable. De plus en plus, je crois qu'on s'oriente vers des systèmes spécialisés que des grosses usines. Voilà. Enfin, bon, bah, ça y est, j'ai tout dit. C'est Jérôme qui vous dit. Peut-être qu'il y a des personnes déplacées dans la salle pour répondre à cette question. On peut peut-être une question que beaucoup de gens se posent. La problématique évidemment de l'élévation du niveau marin se pose avec beaucoup d'acuité aujourd'hui. Est-ce qu'on peut revenir sur bon, alors vous parliez des satellites altimétriques, c'est comme ça qu'on mesure la hausse du niveau marin. Peut-être une question pour Frédéric sur sur vous en avez parlé aujourd'hui, mais c'est bien de le répéter. La cause de l'élévation, comment on mesure ça? Est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est les satellites qui nous disent quelle est la part des glaciers, quelle est la part de l'expansion thermique? D'abord, c'est Annie qui en a parlé, mais je vais bien répéter ce qu'a dit Annie, parce que c'était il n'y a pas longtemps, j'ai pas encore oublié. Savoir si elle a suivi. Il y a 3 tiers, donc c'est facile. L'océan augmente en ce moment de 3 à 3,5 mm par an. Par an. Et il y a à peu près 3 tiers, donc 3 contributions autour du millimètre par an. Il y a ce qu'on appelle l'effet stérique, c'est l'eau chaude qui prend plus de place. D'accord, donc il gonfle, qui fait gonfler l'océan. Il y a 1 tiers des glaciers continentaux, des petits glaciers, la Patagonie, l'Alaska, c'est les gros contributeurs. Et puis 1 tiers des calottes polaires. D'accord. Et comment est-ce qu'on suit cette évolution donc de l'évolution des glaciers, donc des calottes glaciaires et des glaciers? Est-ce que les deux sont suivis par satellite ou... Ah oui, tout. Oui, évidemment. Il y a 160 000 glaciers au monde et il y en a peut-être une trentaine qui sont instrumentés. Donc, sans spatial, on n'aurait aucune idée. Les calottes polaires, c'est encore pire. L'Antarctique, c'est 15 millions de kilomètres carrés, où il fait moins 50 degrés avec des vents de 100 km/h. Enfin, sans spatial, là, on ne connaîtrait absolument rien. Vous voulez dire parce que les conditions sont trop difficiles pour faire des mesures, oui, c'est ça? C'est très loin, ça coûte cher, et puis c'est immense. C'est immense et difficile d'accès. D'abord, on a une mesure intégrée par l'élévation du niveau de la mer. On a la somme de tout. Et après, composante par composante, on peut mesurer. Alors, les 2 grosses calottes polaires, c'est les mêmes satellites que pour l'océan. À savoir l'altimètre, radar, et la gravimétrie. D'accord. Qui mesure le Groenland. Donc, il faut rappeler les 2 calottes, le Groenland et l'Antarctique. Comme pour l'océan. Au milieu des calottes polaires, c'est relativement plat, donc ça se comporte très très bien. Bon, sur le talus continental, c'est pas si simple, mais on y arrive. En revanche, les glaciers sont beaucoup plus petits et l'empreinte de ces altimètres radars, c'est le kilomètre. Donc ces glaciers, il faut des capteurs qui ont une résolution... Qui soient très précis, d'accord. Et c'est vrai que je me rends compte maintenant, mais ce matin, j'ai montré à 80% du spot. Eh oui, d'accord. Et parce qu'à l'heure actuelle, c'est le satellite qui permet de mesurer la variation de hauteur par effet stéréographique. Et puis également par corrélation d'image de mesurer les vitesses. Donc on a la variation de hauteur, on a la vitesse, on a de quoi contraindre des modèles et en termes de pertes. D'accord, donc du coup on a de quoi contraindre des modèles, on a de quoi aussi faire des modèles prédictif sur l'évolution des glaciers? C'est une question qu'il faut reposer, je pense, aujourd'hui. Hein, c'est un bon contexte. Où on en est sur la fonte, si on peut dire ça, des glaciers terrestres et des calottes glaciaires? Alors, ce que j'ai montré ce matin sur les glaciers, c'est on arrive à mesurer le bilan de perte en fonction de l'altitude du glacier. Et tous les glaciers, en grosse majorité, ont la même signature,
qui est une perte très forte à basse altitude, qui diminue et qui est parfois un léger gain à haute altitude. Et ça, on l'explique parfaitement par l'effet du réchauffement climatique. Augmentation des températures en bas et augmentation des précipitations à haute altitude qui compensent légèrement. Qui compense un petit peu, d'accord. Qui ne compense pas, mais qui annule l'effet à très haute altitude. Donc ça, les glaciers, et en majorité, ils reculent. Les seuls qui ne reculent pas sont ceux qui sont face à la mer et qui subissent l'entrée de perturbations atmosphériques. Lesquels Une hydrologie, le nord de la Norvège, par exemple. D'accord. C'est quelques glaciers d'Alaska qui sont vraiment face à la mer et face aux entrées d'air humide. D'accord. Qui subissent, enfin, même s'il fait plus chaud, ils gagnent beaucoup en précipitation. Et on peut rappeler aussi quel serait l'apport donc sur l'augmentation du niveau marin de ces glaciers-là. Ce qui nous inquiète le plus, c'est quand même le fond de l'Antarctique de l'Ouest ou du Groenland. Est-ce que c'est quel serait s'ils fondaient, quel serait l'apport énorme, enfin potentiellement énorme. Mais en théorie non. Le Groenland, en effet, on va commencer par le Groenland. Le Groenland, lui aussi, c'est un peu la signature du réchauffement climatique. On a des zones intérieures qui s'élèvent, qui se gonflent un peu, parce qu'on a une augmentation des précipitations. D'accord. Et on a une augmentation des vitesses d'écoulement, peut-être due par un mécanisme que je montrais ce matin, Yannick aussi, qui est la fonte de surface qui augmente, parce qu'il fait plus chaud, et de l'infiltration de l'eau qui lubrifie le glacier. Si c'est ça, c'est des mécanismes qui peuvent potentiellement revenir en arrière, parce que c'est des mécanismes rapides par rapport au temps et qui s'adaptent très vite. Maintenant, l'Antarctique, le problème est différent. L'Antarctique, que je montre aussi ce matin, vit avec des échelles de temps extrêmement diverses. Il y a des processus qui réagissent instantanément, des processus qui mettent 1000 ans à s'adapter, des processus qui mettent 100 000 ans. Donc c'est une machine qui mathématiquement ne peut pas être en équilibre. On rajoute une perturbation dessus. Mais pour le moment, l'Antarctique de l'Est, la grosse partie, ne bouge pas. D'accord. Sur ces problématiques d'élévation du niveau de la mer, aussi bien M. Munster que Mme Chabot, est-ce que c'est quelque chose j'imagine, M. Munster, que vous prenez en compte dans l'installation d'infrastructures? Vous avez une plateforme pétrolière, on l'installe pour combien de temps? Et est-ce qu'on se dit, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, le niveau de la mer il sera à telle hauteur? On a besoin de le savoir, parce que sinon on ne peut pas implanter notre plateforme ici. Oui, on a besoin de connaissance de l'océan pour deux raisons quand on fait de l'exploitation de la mer. On a besoin de connaissances statistiques et climatiques dans la durée. Dans le cas du pétrole, l'exploitation pétrolière, on met des installations offshore et on a besoin de design et de concevoir les installations en fonction de qu'elles vont subir pendant leur durée de vie. Donc on a besoin de connaître les états de mer, on a besoin de connaître la force des courants, on a besoin de ce genre de choses. Et effectivement, on a besoin d'anticiper un petit peu si l'océan va changer. Alors l'élévation du niveau de la mer, si effectivement le niveau de la mer est 1 mètre plus haut dans 50 ans, on va bien le savoir. 50 cm dans 50 ans, il faut mieux l'anticiper et rajouter 50 cm à la plateforme. Ceci dit, on était déjà obligé de le faire parce que lorsqu'on pompe du pétrole, on vide le sous-sol. Et par conséquent, ça s'enfonce. Ça s'enfonce et de toute façon, on est obligé d'anticiper ce genre de choses. Et les plateformes sont assez haut au-dessus de la mer. Mais de plus en plus, maintenant, on tient compte des changements climatiques, des projections de changement climatique pour se prémunir dans l'avenir. Une plateforme pétrolière, ça vit 40 ans. 40 ans, d'accord. Et aussi, donc, prévisions à long terme, comme ça, globales, et aussi plus à court terme, on en parlait, sur, je sais pas, la formation de la glace de mer, la formation des icebergs. Est-ce que vous, autant que Mme Chabot, c'est des choses que vous prenez en compte quand vous allez faire une traversée? On commence peut-être par... Alors, c'est la deuxième raison pour laquelle on a besoin de données, c'est qu'on opère en mer, mais comme les pêcheurs, comme le transport maritime, comme les ports, tout ça. Et à partir du moment où on opère en mer, on a besoin de connaître l'état de l'océan au moment de l'opération. La première chose, c'est la météo marine, bien entendu, mais on a besoin aussi de connaître, quand on fait certaines opérations, l'intensité locale des courants. On a besoin, si on travaille en Arctique, de connaître la situation des glaces de mer, leurs prévisions. On a besoin de détecter les icebergs et d'anticiper leur trajectoire.
éventuellement pour les détourner de là où ils ne doivent pas aller. Parce qu'un Oui, iceberg, c'est peut très faire lourd. ça. Et on peut faire ça. Oui, on sait faire ça. On sait faire ça. Moi, je Et sais donc, faire. il faut mieux les détourner plutôt que d'avoir un accident. Donc, on a besoin d'informations au quotidien, opérationnelles et de prévisions à quelques jours pour pouvoir travailler en mer. Qui sont donnés par les satellites. Qui sont donnés par ce qui a été montré dans MyOcean, c'est-à-dire la combinaison des observations satellites, des observations in situ et de la simulation numérique qui permet à des sociétés de services, ce n'est pas nous qui faisons ces calculs, on achète des services qui permettent de savoir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Donc oui, on achète du service. Catherine aussi, vous achetez du service, vous achetiez du service quand Non, mais il y avait plusieurs aspects dans votre question. D'abord, concernant l'élévation des océans, le marin qui est au large, c'est pas une information forcément qui l'intéresse. En revanche, en tant que, on va dire, être sensible à l'avenir de la planète, c'est évidemment des sujets qui nous intéressent. Et il est vrai que moi, ces dernières années où j'ai mené des missions pour le ministère de l'écologie sur les ports de plaisance du futur, des ports de plaisance exemplaires, on commence à intégrer les réflexions dans les infrastructures portuaires de cette problématique de l'élévation des océans. Et je dois dire qu'à mon sens, c'est un sujet éminemment important et que le marin que je suis, qui préfère composer avec l'océan que lutter contre, a tendance à dire que dans une situation comme Xynthia, il faut laisser la mer, il ne faut pas essayer de lutter contre la mer. Enfin, ça c'est juste un commentaire. Le marin a de plus en plus besoin, a toujours eu besoin de l'observation des océans, et l'observation spatiale pour le marin, qu'il soit coureur au large, pêcheur, qu'il navigue en plaisance. Mais non, mais dans la marine marchande ou dans la royale ou dans l'océanographie, pour citer les 5 plaisances, les 5 marines, pardon. Ces informations sont éminemment importantes. Alors, ce qui est amusant, c'est que les marins, on a d'abord vu arriver les satellites pour le positionnement de nos bateaux avec les GPS, le système GPS, et puis la localisation de nos bateaux avec le système Argos qui nous permettait de transmettre nos positions à la Terre. Et puis l'observation satellitaire avec le système, tous les réseaux, le Météosat, les satellites géostationnaires. Il faut savoir que et puis tous les autres satellites, les systèmes de satellites défilants qui nous envoient des cartes météo. Le marin sur un tour du monde a fortiori sur un tour du monde, parce que les Vendée Globe secours, on n'a pas le droit d'avoir une assistance météo. On est très équipé en système de réception et de transmission d'informations. Et on passe 8 heures facilement par jour dans l'acquisition de données et dans l'analyse de ces données. Et moi, c'est un des grands plaisirs qu'a le marin, c'est qu'il essaie d'observer, de comprendre un petit peu ces informations qu'il reçoit. Alors en amont, il a suivi des cours pour essayer de comprendre tout ça. Il est vrai que moi, j'étais tout à fait intéressée, même si je fais plus de course au large aujourd'hui, quand je vois les informations qui se développent concernant les courants, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas grand-chose sur les courants, ça va de toute évidence intéresser. Alors, on parlait des rameurs tout à l'heure, on évoquait les rameurs qui sont très sensibles au courant, mais les coureurs au large aussi le sont. Et je pense que ce sont des données qui vont être certainement beaucoup exploitées. Et puis le marin qui navigue dans les mers du Sud, lui, il a une grande problématique, ce sont les icebergs qui montent de plus en plus au nord. Et c'est vrai que Frédéric nous en parlera peut-être. C'est vrai qu'on a l'impression, nous marins, qu'on est de plus en plus... On nous repousse dans les courses, dans les tours du monde, ce qu'on appelle... On nous met des portes obligatoires de passage pour nous éviter, parce que la route la plus courte, elle passe par le centre de l'Antarctique. Donc les marins, pardon ? Ça, on n'y va pas. Et donc, dans les premiers tours, on a vu des marins comme Jean-Luc Van Den Heede qui allaient très, très proche, qui essayaient de frôler l'Antarctique, etc., qui se trouvaient dans des champs de mines. Et plus ça va, plus on voit qu'on remonte ces portes obligatoires pour obliger les marins à passer un peu plus au nord. Donc, cette observation satellitaire est là encore extrêmement importante. Et puis enfin, moi, un dernier élément qui a été évoqué aujourd'hui, qui me semble absolument passionnant, c'était toute l'intervention concernant l'observation du plancton. Oui, j'ai effectivement fait et alors, je ne sais pas, peut-être qu'on en parle après. Bien sûr, tout à fait. Et moi, je suis beaucoup l'expédition Tara en ce moment qui s'intéresse au sujet.
Et je vais vous dire, c'est d'autant plus important qu'en ce moment, moi, je suis rentrée au Conseil économique, social et environnemental, et on est dans la section environnement en train de travailler sur les suites du sommet de Nagoya sur la biodiversité. Et on est en train, le sommet de Nagoya a pointé 2 priorités, c'est les forêts et les écosystèmes marins. Et quand on parle des écosystèmes marins à Nagoya, j'ai l'impression que, enfin moi, les auditions qu'on a eues, on s'intéresse beaucoup aux récifs coralliens. Et j'ai posé la question, et le plancton, et l'observation, et la relation plancton-climat, est-ce qu'on s'y intéresse? Et c'est pas tellement intégré dans la réflexion, dans ces réflexions-là. Et ils m'ont dit, oui, la personne qu'on avait auditionnée, qui avait participé au sommet, disait, oui, c'est encore pas des sujets qu'on évoque beaucoup, et les priorités des pays dans ce domaine-là. Ça n'est pas dans les priorités. Alors, c'est vrai que c'est important de s'intéresser à l'impact des changements climatiques sur les récifs coralliens, sur tous les écosystèmes. Mais celui-là n'est pas vraiment évoqué. Je pense que la collecte d'informations qu'on aura sera certainement éminemment importante pour toutes ces réflexions-là. Est-ce que justement le spatial a un rôle à jouer dans la biodiversité marine? Est-ce que l'un d'entre vous, je sais que c'est pas votre spécialité, mais est-ce que le spatial a son rôle à jouer en matière de biodiversité marine? Oui, de plusieurs façons. La première chose, c'est que ce que l'on mesure par la couleur de la mer, c'est l'abondance de plancton. C'est-à-dire plus la mer, donc plus la mer est verte, et plus il y a de plancton. C'est aussi bête que ça. Okay. Bon, c'est un peu plus subtil parce qu'il y a plusieurs gammes de couleurs, bien entendu, et plusieurs espèces de plancton. Simplement, il faut réaliser que dans les observations que l'on a aujourd'hui, qui commencent à s'accumuler dans le temps, on commence à voir des tendances de changement du plancton en fonction du réchauffement de l'eau. Ces dernières années voilà. Et il y avait déjà des données éparses, et en particulier sur le zooplancton, qui montraient des tendances à l'évolution de l'abondance de ces espèces. Et ça se confirme de plus en plus, avec pas mal d'interrogations, bien entendu, parce que c'est très difficile. Et ces questions-là sont très importantes parce que c'est le premier maillon de la chaîne de l'écosystème. Et donc, s'il y a des changements de ce maillon-là, il y a vraisemblablement un impact sur tout le reste de l'écosystème. La deuxième chose qui est très importante, où le spatial, c'est seulement indirectement par la compréhension du système et des courants, peut apporter quelque chose, c'est qu'on a une acidification de l'océan. C'est-à-dire l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère se traduit par une augmentation du gaz carbonique dans l'océan qui se traduit par une acidification. Et on a des traces observées in situ, et pas seulement dans les récifs coralliens, de modification des squelettes de plancton, qui, en particulier les squelettes riches en carbonate de calcium, qui de plus en plus sont fragilisés par l'acidification des océans. Et ça, c'est une question qui est extrêmement à la mode dans le monde scientifique. Et je trouve que nous montons je vais faire de la publicité en passant. Nous avons une fondation sur la biodiversité marine, et le prochain colloque qu'on organise, début octobre, c'est précisément la relation entre l'acidification des océans et l'écosystème marin. La troisième chose qui est très intéressante, c'est que il y a de plus en plus de compréhension de la trajectoire des grosses espèces en fonction des courants et des écosystèmes. Lorsqu'on suit une tortue, lorsqu'on suit les oiseaux par les balises Argos, donc comme on suit les bateaux, eh bien, on s'aperçoit que leur trajectoire est étroitement liée au courant, au plancton. Et ça paraît logique, c'est parce qu'ils optimisent leur trajectoire pour se nourrir, tout en ayant des très grandes trajectoires assez constantes suivant les espèces qui sont liées à l'évolution biologique et l'évolution des océans. Et on sait suivre ça maintenant. Donc en couplant l'information sur l'espèce, l'information sur l'écosystème, le plancton, et l'information sur les courants, on arrive à comprendre ces choses-là. Et ça pose tout de suite une interrogation. Est-ce qu'on sera capable de voir, lors du changement des océans lié au réchauffement climatique, un impact sur ces espèces ou non? Il en faudra beaucoup pour qu'on arrive à détecter ça, mais c'est une des questions qui se posent aujourd'hui. Donc oui, les données spatiales, directement ou indirectement, c'est très important pour la biodiversité marine. Il faut aussi rappeler peut-être que l'océan est le deuxième piégeur de CO2 de la planète. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que... Premier. Le premier.
En fait, donc l'océan et la roche, ouais, et donc évidemment les forêts qui piègent le CO2 de la planète. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose... Est-ce qu'on est inquiet sur la faculté de l'océan à piéger le CO2 à l'avenir? Est-ce qu'on peut mesurer ça? Est-ce qu'on a des modèles sur la faculté de l'océan à piéger le CO2? Est-ce que ça va donner sur le climat? C'est des fils. Hein. Oui, alors effectivement, à peu près 30 à 40% du gaz carbonique émis par l'homme dans l'atmosphère est absorbé dans l'océan. On a cette observation de maintes façons, mais pas par les données satellites, par de l'observation in situ et par du calcul. Ce que l'on constate, c'est que le pourcentage de gaz carbonique que l'homme émet dans l'atmosphère aujourd'hui, il y en a une plus petite fraction qu'il y a 20 ans qui est absorbée par l'océan. Et ça, c'est conforme à la théorie qui dit que lorsque l'océan se réchauffe, la quantité de gaz carbonique qui part dans l'océan diminue. Et si c'est ça, c'est pas bon signe. Parce que ce dont on va souffrir en termes de réchauffement climatique, c'est le CO2 qui reste dans l'atmosphère. Donc s'il y en a moins qui part dans l'océan, il y en a plus qui reste dans l'atmosphère, et ça accélérera l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère, indépendamment du fait que les émissions augmentent avec le temps. Donc oui, c'est surveillé, mais pas directement par le spatial, par une combinaison de spatial, de données in situ et de calcul. D'accord. Et dans les choses qui peuvent nous inquiéter aussi, on parle beaucoup donc de l'élévation du niveau marin, mais évidemment, on peut se replacer dans un contexte plus global à l'échelle géologique de notre ère. Donc aujourd'hui, on est dans l'époque de l'Holocène, on est dans un ère interglaciaire. Est-ce qu'on a des modèles de prévision du retour des glaciers? Est-ce que c'est quelque chose qu'on... Oui. Non, c'est pas les échelles de temps du tout. Enfin, on n'est pas concerné par ces échelles de temps. Non, bien sûr, il y a des modèles, modèles, ouais. Oui, parce que ça, c'est très prévisible. D'accord, on peut peut-être rappeler justement qu'on est dans une ère assez douillette. douillette. Oui, mais je l'ai évoqué très rapidement ce matin, en rappelant qu'au cours du dernier million d'années, il y a eu des périodes chaudes et froides qui se sont succédées sur des échelles de temps de l'ordre de 100 000 ans. Que le dernier maximum glaciaire, c'était il y a 20 000 ans, 21 000 ans, et puis que là, on est dans une période interglaciaire qui risque de se prolonger, d'ailleurs, pour des raisons totalement astronomiques, on va dire, puisque c'est lié aux variations d'insolation. Le pilote, c'est les variations d'insolation en lien avec les variations d'orbite de la Terre et puis de l'inclinaison de l'axe. Donc, je vais appeler ça des paramètres astronomiques, et on peut prévoir quand aura normalement lieu la prochaine glaciation. Et bon, je pense que les échelles de temps, c'est de l'ordre de 50 000 ans, d'après ce que j'ai lu ou entendu. Est-ce que justement les activités humaines juste pour dire, on met beaucoup plus de temps pour aller d'une période chaude vers une période froide que l'inverse. En fait, on reste peu de temps dans une période interglaciaire. Voilà. Oui. Et en fait, l'essentiel du temps, il s'écoule vers du chaud vers le froid, quand il n'y a pas les hommes. Bien sûr, voilà. Que justement, qu'est-ce que le réchauffement anthropique, comment le réchauffement, les activités humaines vont modifier ça? Est-ce qu'on va rater le prochain air glaciaire? Je sais qu'il y a des gens qui font des scénarios, mais je ne connais pas trop les réponses, alors peut-être que Jean-François... Mais il y a des gens qui étudient la question, évidemment. D'accord. Pour différents scénarios de réchauffement, comment ça va retarder finalement... Retarder le prochain âge glaciaire. Voilà, l'entrée vers une prochaine glaciation. Mais les échelles de temps, de toute façon, c'est des milliers, dizaines de milliers d'années. Catherine, une question. J'ai une question concernant le captage du CO2 dans les océans. Si un jour on en arrive là, puisque c'est pour l'instant que des pistes de solutions, forcément il va falloir suivre l'impact que ça va avoir sur les océans. C'est déjà suivi. Oui, il faut suivre. Le système est en train de changer et c'est un système complexe, donc on ne sait pas prédire tout ce qu'il va faire. On ne peut pas prédire tout ce qu'il va faire. Et par conséquent, comme dans tous ces systèmes où on anticipe une évolution, que cette évolution est un facteur de risque, et qu'en plus, on peut avoir des surprises, la seule solution, c'est de surveiller. Et moi, j'ai une question que je me posais aussi sur... Alors, oui, il y a une question. Allez-y, bien sûr. Oui, alors, Attends, j'y vais. Moi, Non.
pas mentionné l'acidification des océans, qui est aussi un facteur limitant. Et destruction des espèces par transformation du CO2 en acide carbonique. Oui, c'est ce que je mentionnais quand je disais que les espèces de plancton, le squelette des espèces de plancton était modifié par l'absorption du gaz carbonique. C'est un mécanisme d'acidification. C'est de ça dont je parlais. Oui. Et puis alors, à propos de satellites, j'ai une remarque à faire. Les satellites ont sauvé le commandant Cousteau, qui n'était pas... qui était assez imprudent, qui s'est trouvé prisonnier des glaces et qui a été sauvé par les satellites américains, à l'époque où les satellites n'étaient pas encore utilisés comme ils le sont maintenant. Je profite que le micro soit pas loin pour simplement essayer de construire sur la question de Catherine Chabot. Est-ce que l'homme a l'imagination imagine pouvoir utiliser l'océan, l'ensemencer pour absorber encore plus de CO2 que le système naturel ne le fait? Est-ce qu'il y a des expériences qui sont montées pour jouer à ce genre d'accélération d'absorption, tout en pensant bien sûr à réduire la acidification par ailleurs? Oui, il y a du travail scientifique de fait pour essayer de voir pour étudier ce genre de concept. La principale idée, c'est de mettre du fer dans l'océan. Le fer est un facteur limitant de la croissance du plancton et c'est le plancton qui détermine la pression de gaz carbonique dans l'eau, donc l'absorption du gaz carbonique depuis l'atmosphère. Et l'idée, c'est que si on rajoute du fer, on augmentera la quantité de plancton, donc l'absorption du gaz carbonique. Et comme 90% de ce plancton meurt en coulant vers le fond de l'océan, ça serait un facteur de transport de carbone de la surface vers le fond de l'océan. Les études qui sont faites sont des expériences locales. On met du fer dans une zone géographique de l'océan, en différents lieux du globe, et on regarde ce que ça fait. Il faut réaliser que temporairement, ça augmente le plancton, mais dans la durée, ça ne fait pas tant d'effet que cela. Deuxièmement, que c'est extrêmement sensible à la nature des complexes de fer que l'on met, parce que tous les fers ne sont pas absorbables par le plancton. Et troisièmement, par le calcul, on se demande un peu comment on arriverait à faire ça. Il faudrait mettre des quantités de fer phénoménales, les distribuer dans l'océan. On dépenserait pratiquement autant d'énergie qu'on absorberait de gaz carbonique. Le bénéfice, ce n'est pas très intéressant. Et donc, ce n'est pas très réaliste. Et puis enfin, à partir du moment où on change un système complexe qu'on ne comprend pas complètement, c'est jouer à l'apprenti sorcier. Donc moi, je suis plutôt de la famille des scientifiques qui disent c'est bien de l'étudier, parce que c'est un facteur de compréhension, mais il ne faut surtout pas envisager de le faire. Très bien. Puisqu'on parle océan et climat, est-ce que l'océan est pourvoyeur est-ce qu'on peut imaginer, on l'imagine déjà, mais quelles sont les pistes envisagées pour utiliser l'océan dans une démarche d'énergie renouvelable et de développement durable? Qu'est-ce que peut nous apporter l'océan? Je pense par exemple à l'énergie des courants ou l'énergie de la houle, les plateformes, pas les plateformes, mais les champs d'éoliennes offshore. Est-ce qu'il y a matière encore? Alors, bon, oui, en fait, ça concerne tout le monde. Il faut que tout le monde s'exprime sur ce sujet. La première source d'énergie exploitée dans l'océan, ça reste le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, il faut se rappeler que 30% des réserves et des ressources potentielles de pétrole et de gaz sur Terre sont dans les océans. Et que à peu près 50% des énergies que l'on consomme sont du pétrole et du gaz. Et on ne sait pas aujourd'hui les remplacer par autre chose sans faire des dégâts économiques majeurs. Donc ça prendra du temps et on a besoin de continuer à exploiter ça et ça reste la ressource première. Bien sûr, l'océan est une source d'énergie thermodynamique et mécanique importante. Donc c'est de l'énergie secondaire par rapport au flux d'énergie du Soleil. Et donc on peut imaginer de récupérer une partie de cette énergie mécanique. Et vous évoquez l'énergie des vagues, l'énergie des courants, que ce soit les courants de marée ou non, et puis l'énergie liée au gradient thermique de l'océan. Pour faire cela, il faut des systèmes qui produisent de l'électricité et par conséquent des systèmes mécaniques. Et la grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de concevoir des systèmes mécaniques qui fabriquent de l'électricité compétitive avec l'électricité qu'on sait fabriquer aujourd'hui
sur Terre. Pour le moment, tous ces systèmes-là fabriquent de l'électricité qui est entre 2 et 10 fois plus cher que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc il y a un enjeu économique qu'il faudra surmonter par de l'industrialisation et de la technologie. Et c'est un développement qui mettra du temps. Des décennies vraisemblablement. En tout cas, avant 2020, c'est très peu probable que ça soit compétitif économiquement. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour capter par exemple la houle, j'ai ces images de grands serpents de mer qu'on met comme ça au fond des océans et qui, au gré des vagues, oui, c'est effectivement très compliqué à mettre en œuvre. Oui, c'est compliqué parce que puisqu'ils sont en train de bouger au gré des vagues, ils sont soumis aux tempêtes. On connaît beaucoup de choses qui tiennent des dizaines de tempêtes pendant des décennies, non. Donc c'est compliqué. Et il va falloir inventer des systèmes dans des conditions où ils peuvent vivre longtemps, parce que c'est un des facteurs clés de la rentabilité économique de ces systèmes-là. Donc ça reste un sujet technologique. Alors il y a une exception qui sont les éoliennes offshore, pour lesquelles il y a des plans d'investissement pour des éoliennes offshore, et on voit tout de suite les deuxièmes catégories de problèmes apparaître. Ça reste plus cher parce que c'est en mer. Donc les contraintes de maintenance, les contraintes de distance deviennent coûteuses. Deuxièmement, ça fabrique de l'électricité intermittente, c'est-à-dire quand il y a du vent. Donc il faut de la connexion au réseau électrique solide pour absorber cette intermittence et pouvoir la compenser par d'autres choses. Il faut penser à un système électrique. Troisièmement, il faut que ça soit dans l'océan compatible avec tout ce qu'on essaye de faire dans l'océan, donc les compatibilités avec l'état de l'environnement, l'impact, etc. Et puis quatrièmement, c'est nécessairement près des côtes, puisque c'est des réseaux électriques qu'il faut connecter. Et il y a plein d'autres usages de la mer près des côtes. Donc il faut penser ce genre d'installation en compétition d'usage de l'espace marin. Et c'est en général pour ça qu'on a du mal, c'est parce qu'il y a déjà d'autres utilisations de l'espace marin qui existent. Donc c'est des choses qui mettent longtemps à s'élaborer à cause de toutes ces difficultés-là. D'accord. Et est-ce que du coup... si vous avez... Non, juste pour terminer sur peut-être du coup, votre fonction aujourd'hui, est-ce que Total investit dans ces énergies renouvelables? Enfin, je sais que Total investit dans les énergies renouvelables, mais les énergies renouvelables issues de l'océan, et pour quelle part? Non, enfin, on investit dans des projets technologiques, des petits projets technologiques. Vous savez, en termes d'énergie renouvelable, la première restera toujours le soleil. C'est l'énergie renouvelable primaire. C'est celle qui fait la biomasse. C'est celle qui fait les vents. Donc, si on sait utiliser l'énergie solaire de façon efficace, ça primera toujours sur toutes les autres qui sont à l'aval dans la chaîne de l'énergie. Et aujourd'hui, on a déjà une capacité de transformer les lumières du soleil en électricité avec des rendements de 20%. Rappelez-vous, le rendement de la biomasse, c'est 3%. Et en plus, il faut transformer la biomasse en quelque chose pour faire de l'énergie. Donc l'électricité est déjà le photovoltaïque ou l'énergie concentrée du solaire est déjà le système qui a la meilleure efficacité technologique et qui est, elle, proche de l'équilibre économique dans certains pays, en Californie ou des choses comme ça. Donc en termes d'investissement industriel, on fait cela. L'énergie des mers, c'est plutôt des options technologiques du futur, mais qui ne sont pas encore mûres pour être industrialisées. Catherine. Oui, moi je ne suis pas du tout les spécialiste du sujet énergétique et M. Munster connaît 1000 fois mieux le sujet que moi. Cependant, c'est vrai que quand je vous écoute, c'est la deuxième fois que je vous écoute sur le sujet, on a l'impression que ça ne vaut vraiment pas le coup d'investir sur les énergies renouvelables et surtout pas sur les énergies marines. Et donc j'ai envie juste un petit peu de nuancer parce que je pense que il y a une chose à laquelle je pense, c'est un sujet qui est en cours de réflexion au Conseil économique, social et environnemental en ce moment. La section des affaires économiques travaille sur les énergies renouvelables en Outre-mer. Et c'est vrai que moi, je fais un vrai parallèle entre l'outre-mer, c'est majoritairement des îles. C'est très proche de ce que finalement on vit sur un bateau. On est isolé, on est un monde fini. Et ces territoires d'outre-mer qui sont sur 96% de notre surface maritime sont complètement dépendants du pétrole aujourd'hui. Et il est vrai que pour eux, ça a une facture assez importante. Et je trouve que la réflexion, la piste des énergies marines, pour eux, et d'une manière générale, les énergies renouvelables, est une piste extrêmement pertinente. Et d'une manière générale, je pense que les pistes des énergies renouvelables sont pertinentes d'un point de vue, dans une réflexion très locale. À chaque
chaque situation géographique une réponse qui doit pouvoir éventuellement, qui est souvent un mix énergétique. Mais donc, moi, je voudrais mettre un petit peu de positif dans la perspective des énergies renouvelables en général et des énergies marines en particulier, parce que je pense que ça peut intéresser, et on voit qu'il y a des projets d'investissement, notamment sur l'énergie thermique des mers dans Polynésie ou sur les houlomoteurs à La Réunion. C'est pas si loin que ça chronologiquement parlant. Et voilà. Alors on s'éloigne un peu de l'observation depuis l'espace, mais j'avais envie de donner cet avis-là. Rien à ajouter. Non, mais c'est vrai qu'il faut regarder ça pour le futur. Hein. La planète a besoin d'énergie. On ne peut pas imaginer l'humanité sans énergie. Et donc toutes les sources d'énergie devront être utilisées. Donc je ne suis pas contre ça. Je dis qu'économiquement, ce n'est pas proche. D'accord. Oui, bien sûr, Annie. Déjà le cas de la Réunion, où il y a une autonomie énergétique basée sur les énergies renouvelables. Il me semble que j'ai entendu dire... Oui, mais pas sur les énergies marines, sur les énergies... pas marines, je suis d'accord. Bon, c'est peut-être l'éolien, j'en sais rien, ou le photovoltaïque, mais ils ont 30% d'énergie renouvelable sur la Réunion. C'est 30%. Oui, et la géothermie est très, très utile en Martinique, etc. Ouais. Oui, ça progresse. Ils ont un projet de houlomoteur, notamment avec des CNS et d'autres énergéticiens, qui est à un horizon pas très éloigné. Une question peut-être dans la salle sur ces problématiques, on va y revenir. J'ai une question peut-être un petit peu anecdotique, mais qui intéressera peut-être chacun d'entre vous, sur la prévision des événements un petit peu exceptionnels et catastrophiques comme les vagues scélérates. Je sais que c'est quelque chose qui est observé depuis l'espace. Est-ce que c'est quelque chose que... Ça intéresse beaucoup les marins, cette question, oui. Parce que certains coureurs au large disent en avoir éventuellement observé. Alors moi, je n'y connais pas grand-chose là-dedans, je vais vous laisser répondre. Mais je sais que dans l'océan Indien, les marins ont souvent observé la superposition quand vous avez, pendant longtemps, avant le front froid d'une dépression, le vent qui a soufflé du sud-ouest, et puis le front froid passe, etc. Puis la houle, il y a superposition de deux houles croisées, etc. Qui fait que, je sais que c'est Thierry Dubois qui pense en avoir observé une. Moi-même, j'en ai jamais observé. Et il est vrai que, de ce point de vue-là, est-ce que les satellites ont des choses à... les satellites, je sers des choses à... De l'éclairage à nous donner. Oui, c'est ça. Après, et les prédisent, effectivement, non, les voient. Les voient, c'est tout. Font les voient a posteriori, c'est ça ce que vous voulez dire. Les voient a posteriori, et du coup, les comptabilisent. Mais on comprend assez bien la physique qui permet de faire les vagues scélérates. Ce qui veut dire que les satellites nous aident à déterminer les zones où elles sont susceptibles d'être fréquentes. Et ça a déjà été fait. Il y a des cartographies de zones dangereuses. Et je ne suis pas surpris que les navigateurs qui font le tour du monde en voient, parce que la zone du courant des Aiguilles est une zone réputée pour cela. Il est bientôt l'heure 17h. Est-ce que on parlait tout à l'heure de ce qu'on peut attendre en fait de l'observation spatiale en matière d'études océanographiques. Est-ce qu'on peut dire ce qui vous tient à cœur? Vous disiez tout à l'heure, Annie, la continuité. Est-ce qu'il y a... La continuité, mais d'abord, il n'y a pas que l'altimétrie. On a beaucoup parlé d'altimétrie au début, mais il n'y a pas que ce genre de système. Il y a d'autres systèmes qui sont aussi extrêmement importants. Si on veut comprendre le climat, il y a beaucoup d'autres systèmes spatiaux dont on a besoin. Et ne serait-ce que pour les thèmes qu'on a évoqués aujourd'hui, on a vu que la gravimétrie spatiale, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de comprendre à quoi est due la hausse du niveau des mers, par exemple. Et puis, si on change de domaine, par exemple en hydrologie, c'est fondamental parce que pour la première fois, on est capable de mesurer les stocks d'eau dans tous les bassins fluviaux du monde à une époque où les réseaux in situ soit n'ont jamais existé, c'est le cas de plein de pays dans la zone tropicale, soit depuis les années 90 sont en train de décroître de manière dramatique pour des raisons politiques, économiques, etc. Donc c'est une alternative et donc là aussi il faut assurer la continuité des systèmes et puis comme ça a été dit
plusieurs fois dans la journée, et puis je pense que, en particulier dans l'exposé de synthèse de Pierre Bahurel, pour l'océanographie opérationnelle, le spatial c'est une composante, on a besoin de l'in situ. C'est fondamental aussi parce que les satellites, ils ne peuvent pas aller voir ce qui se passe à l'intérieur de l'océan. Ils voient que ce qui se passe en surface. Et donc tout ça, c'est un ensemble et bien sûr, c'est très compliqué. Et voilà. Bien sûr. Moi, j'avais une remarque, enfin une information et puis une question. L'information, c'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure au déjeuner, les marins, enfin les plaisanciers, les coureurs au large aujourd'hui commencent ou vont commencer à participer à cette observation. J'évoquais le projet Canoë qui vient d'être, dans lequel l'Ifremer est impliqué, qui vient d'être labellisé par le pôle Mer Bretagne et qui consiste à installer des capteurs de salinité et de température sur les bateaux de course et demain les bateaux de plaisance. Donc je trouve que c'est à la fois intéressant. Alors c'est vrai qu'au départ, tout au début, les chercheurs n'étaient pas forcément heureux de cette solution-là, et en fin de compte, aujourd'hui, c'est eux qui la demandent parce qu'ils ont besoin de stations d'observation, et notamment dans des eaux où il n'y a pas qui ne sont pas fréquentées par les navires d'observation ou par les cargos, etc. Et c'est vrai que les mers du Sud, les courses autour du monde dans ce sens-là ont un grand intérêt. Et alors la question moi, que je me posais, elle touche l'observation depuis l'espace de toutes les pollutions marines, que ce soit les macro-déchets, les micro-macro-déchets, que ce soit les PCB qu'on retrouve dans les fleuves. Aujourd'hui, ce qui a été largué par la centrale nucléaire japonaise, où ça va, où sont les concentrations, quelle influence sur les écosystèmes locaux, etc. Et donc, est-ce qu'il y a, ça reprend la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a de nouveaux instruments, d'autres... Parce que je pense que, par exemple, le Mercator peut être extrêmement utile pour suivre les macrodéchets. En ce moment, il y a une expédition en Méditerranée qui s'appelle MED, Méditerranée en danger, qui observe l'évolution, enfin l'impact des micro-macrodéchets. Il y en a des milliards en Méditerranée. Ces fragments de plastique qu'on retrouve dans toute la chaîne vivante. Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'utilisation des satellites pour ces fonctions-là, vous paraît-elle pertinente ou pas? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que ça vous intéresse? Voilà. Alors là, je ne sais pas si... Qui peut répondre? C'est pas vraiment notre domaine, enfin mon domaine en tout cas, mais bon, on arrive avec des imageurs, de l'imagerie dans différentes bandes de Logordon à suivre les pollutions en surface. Alors peut-être pas en profondeur, mais bon, ça c'est fait depuis longtemps. Mais je ne sais pas si Jean-François veut rajouter quelque chose. D'abord, on détecte quelques-uns des polluants depuis l'espace directement, et en particulier ceux qui modifient l'état de surface, le pétrole par exemple. Et donc, on n'est pas capable de détecter le PCB depuis l'espace. Oui. Aujourd'hui, je ne vois pas de technique susceptible de le faire. Par contre, vous avez raison que la connaissance des champs de courant, et en particulier aux petites échelles spatiales, les nouveaux progrès des modèles sont extrêmement importants pour calculer la dérive des déchets. Il faut faire attention à ce moment-là de représenter quel est le comportement du déchet dans le champ de courant. Une particule dissoute va se comporter comme la particule d'eau, qui est ce que représente le courant. Une particule qui va flotter ne va pas suivre la même chose que la particule d'eau, parce qu'elle va être affectée par les vagues, elle va être affectée par le vent, etc. Et en particulier, les macrodéchets sont très sensibles au vent. Donc il faut compléter cette information de courant par une description de ce qui se passe physiquement pour chaque type de déchet. Et c'est bien ce que Pierre Bahurel voulait dire quand il disait « Moi, je suis modeste, je montre la particule d'eau, mais je ne prétends pas représenter l'élément radioactif de Fukushima parce qu'il faudrait rajouter les effets chimiques, les effets biologiques, les effets des particules pour représenter réellement ce qui se passe pour ce truc-là. » Donc il apporte un élément d'information, il faut le compléter par beaucoup d'autres éléments dans la représentation physique du processus. Du coup, vous évoquiez effectivement le fait de suivre le pétrole. En cas de marée noire, comment utiliseriez-vous? Comment on utilise les satellites? On l'utilise.
Oui, mais bien sûr, je sais. Mais comment? Qu'est-ce qu'on attend d'un satellite Alors, en cas de marée noire? ce qui est fait, c'est immédiatement d'essayer de repérer la nappe et de la suivre avec les radars, les radars ouverture de synthèse, et parce qu'on détecte la rugosité de surface de l'eau, et il faut une très bonne résolution spatiale, donc c'est ça qu'on utilise. On utilise les modèles de courant de type Mercator, il y en a aux États-Unis qui existent, etc., pour avoir la trajectoire des courants. Et ensuite, il y a des services qui couplent les deux informations pour essayer d'anticiper la dérive de nappe. On se souvient qu'au moment de l'Erika, il y avait eu pas mal d'incertitudes sur le devenir de la nappe de pétrole, que dans le cas du Prestige, les Espagnols affirmaient que ça ne rentrait pas dans le golfe de Gascogne, etc. On n'en est plus là. On a aujourd'hui des bien meilleures descriptions de ce qui peut se passer et des observations. Donc on est aujourd'hui dans une situation qui est bien meilleure. Et d'ailleurs, dans l'accident de Macondo, dans le golfe du Mexique, les Américains avaient tous les jours des sites de la NOAA qui déterminaient où était la nappe de pétrole et où est-ce qu'elle allait les jours suivants. C'est opérationnel maintenant. Bien, oui. Juste un bref commentaire. On a beaucoup parlé de l'utilisation, enfin on a un peu parlé de l'utilisation des navigateurs pour contribuer à la collecte des données de température et de salinité. Vous l'avez évoqué ça tout à l'heure. On n'a pas parlé des animaux. Et ça, c'est utilisé aussi. On utilise enfin je sais pas, j'ai entendu dire... Des animaux pour équiper de capteurs, de température et au moins de température, je ne sais pas d'autre chose. Mais pour mesurer la température, on utilise aussi les animaux, enfin la trajectoire des animaux pour avoir davantage de données. Mais vous le savez ça? Oui, ouais. Je savais, mais c'est avec des petites balises Argos, c'est ça? Oui, puis il y a des capteurs qui sont sous la peau des animaux pour mesurer la température et ça retransmet une fois que l'animal ressort à la surface. De quels animaux, par exemple? Les tortues ou les... Des éléphants de mer. Éléphants de mer. Alors en ce moment, il y a des réflexions, enfin des projets menés par des coureurs, mais aussi avec l'Ifremer, le Pôle Mer Bretagne, etc., où on travaille autour de la détection d'OVNI. Je vous le dis, parce que c'est les objets flottants non identifiés, mais également les cétacés. Et l'idée, c'est d'avoir des capteurs à bord qui vous permettent à la fois croiser le sonar, l'observation visuelle, de manière à pouvoir aussi bien visualiser, enfin repérer soit un cétacé pour pas lui rentrer dedans, un iceberg, enfin ou un growler pour pas lui rentrer dedans, etc. Et en même temps faire éventuellement un peu d'observation aussi. Alors je sais pas, parce que en tête de nos mâts, on peut mettre des choses. Et donc il y a un projet qui pour l'instant s'appelle détection d'OVNI. Qui est à l'étude. Peut-être que ce sera couplé avec du satellite, je ne sais pas. Ce ne serait pas complètement stupide. Moi, il y a une question que je me pose. Je me dis qu'il y a des satellites. Tiens, il y a un monsieur qui a une question là-bas au fond. Il y a des satellites qui nous permettent d'observer sur la Terre, de voir un homme marcher. Et on voit ça dans les films, dans les James Bond. Hein, les techniques infrarouges pour repérer, etc. Mais est-ce que les satellites pourraient nous donner un peu ces informations-là aussi sur les océans, non? Quelqu'un qui pourrait... Mais ça pourrait se faire. On pourrait au moins détecter les cétacés, par exemple, ou... Non? Ça n'intéresse personne? N'empêche que si, ça intéresse il y en a que ça intéresse. Si. Il n'y a pas que les coureurs au large que ça intéresse. Je pense que ça intéresse aussi les biologistes. Il y avait un monsieur qui avait une question là-bas. Oui. A-t-il un micro? Allô? Oui. Oui. Donc les satellites optiques étaient gênés par les nuages. Et donc après, on a créé les satellites radars. Est-ce qu'on envisage une nouvelle génération de satellites qui puissent rentrer un petit peu dans l'eau de la mer, je ne sais pas, avec des rayonnements envoyés? Non, je ne sais pas. À mon avis, non. Même dans les glaces, on ne sait pas pénétrer. Non, l'eau est trop conductrice pour que ça marche. La seule chose qu'on arrive à faire, c'est de pénétrer quelques mètres, quelques dizaines de mètres sous la surface pour mesurer la couleur de la mer. Et donc, en fait, quand on dit qu'on mesure l'abondance de plancton à la surface de l'océan, ce n'est pas la surface, c'est sur quelques dizaines de mètres d'épaisseur. C'est la seule chose qu'on sache faire aujourd'hui.
Je ne sais pas, on sait faire des radios à rayon X et autres. Est-ce que le rayon X ne rentrerait pas plus profondément? Au contraire. Non, le rayon X pénètre pas dans l'eau de mer. Merci. Moi j'ai une question, mais après on verra aussi vous en avez d'autres. Peut-être pour Annie ou Frédéric, est-ce que l'expérience qu'on a aujourd'hui, le recul d'une trentaine d'années d'océanographie spatiale de pointe, est-ce que ça nous aide pour l'observation des autres planètes du système solaire, par exemple Alors là, il y a des spécialistes devant moi. Je sais. Moi, je ne réponds pas là. Moi, j'ai une réponse. D'un point de vue méthodologiste, je pense que c'est les gens de l'observation de la Terre qui ont beaucoup à apprendre des planétologues. Oui, c'était l'autre question corollaire, absolument. Il y a par exemple des manips comme Vénus sur Magellan où tous les instruments sont dans la même bande de fréquence. Oui, c'est ça. Sur Terre, on n'a pas un satellite qui ait 4 instruments dans la même fréquence. On connaît l'épaisseur des glaces de la calotte polaire de Mars. Oui, on chouchoute les autres planètes, mais la Terre... La calotte polaire de Mars, on la connaît avec un altimètre laser, Voilà, avec une précision extraordinaire, beaucoup plus que chez nous. Vous voulez dire que les satellites d'observation spatiale, des autres systèmes, sont bien plus performants que ceux qui tournent au-dessus de nos Non, têtes? mais ils n'ont pas forcément d'ionosphère ou pas de téléphone portable ou pas de. Enfin, je veux dire, c'est différent. Mais je répondrai. Écoute, surtout sur Mars, il n'y a pas d'atmosphère, par exemple. Ça aide beaucoup pour observer. Mais c'est vrai que, Roger, c'est vrai que Mars est bien cartographié avec une précision étonnante. Oui, c'est une précision, mais pas militaire. On n'atteint pas la précision militaire qu'on atteint sur Terre. Les modèles qu'on utilise pour comprendre le climat de Vénus, ce sont les modèles qui sont développés pour le climat de la Terre. Et donc c'est plutôt l'inverse qui se produit, en tout cas au niveau d'utilisation des modèles. Au niveau des satellites, je pense que c'est beaucoup plus facile d'observer Mars, d'observer Vénus que d'observer la Terre, en fait. C'est étonnant. C'est étonnant. Et on peut même dire que certaines des techniques qui ont été employées sur Terre ou pour l'observation des océans ont d'abord été testées sur d'autres planètes. Ah oui. Et il est remarquable qu'en particulier, les techniques actives pour l'observation des océans n'ont pas été développées par le centre NASA qui était spécialisé dans l'observation de la Terre, le centre spatial Goddard, qui est sur la côte est des États-Unis, mais par le Jet Propulsion Laboratory, qui était le centre spécialisé sur l'observation planétaire et qui a eu l'idée d'utiliser ces techniques sur le satellite CISAT, qui est l'ancêtre de tous nos systèmes d'observation de l'océan. Oui, il faut toujours faire attention quand on fait ce genre de comparaison. L'objet Terre est un objet unique, avec de la biomasse, avec des choses qui n'existent pas sur les autres planètes. D'autre part, les questions qu'on se pose sur la planète Terre, où on vit, sont qualitativement différentes. On n'a pas besoin de comprendre l'objet naturel, on a besoin de le suivre, de le surveiller, de l'utiliser, de vivre dessus. Et donc, les attentes vis-à-vis des techniques satellites pour la planète Terre, et en particulier en termes de durée, ne sont pas les mêmes que sur les planètes. Ok. Moi j'ai une question générale pour clore. Est-ce que l'océanographie spatiale a de l'avenir? J'imagine que oui, on attend beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on espère? Est-ce que beaucoup de... il y a plein de questions. Oui, sur le point précis que vous venez d'évoquer, est-ce que l'océanographie spatiale a un avenir? Je voudrais vous proposer la réponse suivante. Si on cite les 5 premiers clients de la météorologie qui existent depuis 150 ans, parmi les 5 premiers clients, il y a l'aviation commerciale. Oui. Ça veut dire que la météorologie a dû attendre environ une 50aine d'années, après ses débuts, tout à fait convaincants, l'un de ces 5 premiers clients. Et je pense qu'en ce qui concerne l'océanographie opérationnelle, on en est à peu près là. On a parlé du démarrage des énergies marines qui se fait attendre, mais le jour où ça démarrera, pour les exploitants industriels de cette source d'énergie, il sera absolument indispensable d'avoir en permanence, je pense que le cœur de leur système, ce sera un système d'océanographie opérationnelle qui leur dira en permanence quelles sont les perspectives de productibles, quelles sont les perspectives, les menaces de pollution, enfin, qu'est-ce qui peut perturber l'exploitation. En gros, pour un industriel soumis à des contraintes de rentabilité, tout se joue à 5% en plus ou à 5% en moins. On a vraiment besoin d'informations de qualité et je pense que ces informations seront apportées par l'océanographie opérationnelle. Maintenant, si l'espace de temps le permet, puisque j'ai la parole, je voudrais me livrer un certain nombre de commentaires sur divers passages de la table ronde. À un moment donné, on a évoqué le rythme des
des cycles glaciaires tous les 100 000 ans, et on a expliqué que l'interglaciaire actuel est un interglaciaire exceptionnel qui revient seulement tous les 300 ou 400 000 ans et qui va durer beaucoup plus longtemps que les autres. Une autre façon de le dire, c'est qu'en gros, l'humanité a vraiment les conditions idéales pour imprimer son influence sur l'écosystème. Autre chose, la question de Catherine Chabot sur la possibilité de faire ce que dans notre jargon, j'ai fait ma carrière dans le spatial, nous appelons les plateformes multimissions. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée parce que, en général, le coût de la plateforme multimission augmente beaucoup plus vite. Si vous voulez, une plateforme multimission emporte 17 instruments et coûte généralement de quoi faire voler une trentaine d'instruments. C'est-à-dire que, d'autre part, sur une plateforme multimission, on fait une répartition équitable du mécontentement entre les divers utilisateurs. On ne peut pas satisfaire simultanément toutes les exigences. Donc je n'insiste pas, on pourra en parler offline si vous voulez, mais vraiment, il y a un avantage net du point de vue économique avec les satellites dédiés. Un satellite comme Jason, c'est beaucoup moins coûteux qu'un satellite multimission, mais évidemment, il en faut plusieurs, de nature différente. Enfin, un dernier point en ce qui concerne les énergies renouvelables, une réflexion que je me faisais, c'est que la discussion sur les énergies renouvelables a porté en particulier sur la contrainte économique, sur le fait, est-ce que ces énergies sont déjà compétitives ou pas encore? Dans quel lieu, à quelles époques le seront-elles? Moi, j'ai fait ma carrière au siècle dernier dans un univers, je m'adresse à vous puisque vous êtes au Conseil économique et social, où ce genre de questions ne se posait pas. On déterminait s'il existait un besoin, que la société avait un besoin à satisfaire, et ce qu'on appelait alors la puissance publique décidait si oui ou non il était nécessaire de satisfaire ce besoin. Si on avait attendu que les industriels créent la première fusée Ariane ou la première centrale nucléaire, je pense qu'elle n'existerait toujours pas. Il n'y avait aucune chance que ces objets puissent offrir les critères de rentabilité qui sont actuellement exigés pour les énergies renouvelables. Donc, je voulais simplement signaler qu'il existe un autre paradigme, un paradigme dans lequel ce n'est pas la logique financière qui domine l'activité économique. C'est intéressant, la clientèle de la météo. Il faut se rappeler que la météorologie a été créée en France après la guerre de Crimée. Ça veut dire qu'il y avait un client qui était les militaires. Et le premier client du développement de l'océanographie opérationnelle, quand ça a commencé au milieu des années 80 à Toulouse, c'était le service hydrographique de la marine. Il y a aussi cette analogie-là. Moteur. C'était juste en continuité de ce que vient de dire monsieur. Au niveau économique pour les énergies renouvelables, est-ce que la question se pose vraiment? Parce que le pétrole et le gaz vont disparaître. Donc ça sera plus on ne pourra plus dire que ça coûte 4 ou 6 fois plus cher, puisqu'il n'y aura rien à quoi comparer. Oui, c'est pas le sujet du jour, mais rappelez-vous, il y a du pétrole et du gaz du pétrole pour au moins 50 ans. Avec les technologies, au moins 50 ans avec les technologies actuelles, et du gaz pour plus d'un siècle. Donc, bon. Du gaz sous forme de clatrate ou est-ce que c'est... Non, ça c'est un risque. Ouais, c'est risqué. Ouais. Donc on a 50 ans pour développer d'autres énergies. Oui. Non, c'est pas beaucoup. Non, on n'a pas 50 ans. Parce que la production pétrolière et gazière ne va pas augmenter au même rythme que la demande. Ça veut dire qu'il va falloir compléter très rapidement, dans les 10 ans. Non, on n'a pas 50 ans. Donc il faut développer autre chose tout de suite. Oui. Alors pourquoi vous n'investissez pas, vous disiez tout à l'heure, dans les énergies marines? Énergie solaire. On investit des milliards dans le solaire. Beaucoup de milliards. C'est pas le sujet. Mais si ça nous ramène au réchauffement climatique quand même. Oui. Avec plus de soleil, enfin, faut pas qu'il y ait de nuages, mais... Non, mais je partage tout à fait le point de vue du monsieur des Argonautes. Qu'il est vrai qu'à un moment, il faut oublier le paramètre financier, économique, et qu'il faut avoir une décision politique pour y aller ou pas y aller. Et c'est vrai qu'on ne serait pas là à parler d'océanographie spatiale si effectivement il n'y avait pas eu des lanceurs conçus pour envoyer des satellites dans l'espace. Et des labos, etc. Y a-t-il d'autres questions?
crois qu'on a couvert pas mal de sujets relatifs à l'océan et le climat vu depuis l'espace. Mais oui, bien sûr, monsieur. Si vous voulez bien attendre le micro, monsieur. Oui. Il arrive. Merci, madame. T'as raté ta photo ? Oui, c'est sur la couleur des glaciers. Quand on regarde le glacier des Bessons, on voit que la langue terminale est complètement noire. Alors, est-ce que c'est dû uniquement parce que Chamonix est en zone polluée et que c'est comme ça, ou est-ce qu'on voit une légère modification de la couleur des glaciers de façon générale ? Ah non, il est noir parce qu'il doit être sale. C'est les camions italiens, oui. Non, c'est de la suie, c'est de la saleté, ouais, forcément. Ah non, il y a plein de glaciers. Il y a des glaciers qui sont entièrement recouverts de cailloux, on les voit même pas. Non, il y a des glaciers qui sont tout bleus, d'autres tout blancs, d'autres tout gris. Mais est-ce qu'on voit une modification dans le temps de la couleur ? Oui, je suis chamonniard. Non, c'est anglais. Ce qui se passe, c'est que lorsque les glaciers fondent, et ils fondent sur la langue terminale, et en particulier en été, les poussières qui sont contenues dans la glace, qui viennent essentiellement des roches, pas d'abord de l'atmosphère, mais d'abord des roches qui sont érodées par les glaciers à la périphérie et qui recouvrent la glace, s'accumulent. La glace fond, mais la poussière, elle s'accumule. Donc la langue terminale devient de plus en plus sombre. Et c'est un facteur de réchauffement qui accélère la fonte en plus. Donc oui, les glaciers, le bas des glaciers dans la vallée de Chamonix sont de plus en plus noirs. J'ai des bons souvenirs d'enfance, c'était pas comme ça. Oui, monsieur. Le micro arrive. Je crois que c'est bon, Frédéric. Oui, cette histoire de couleur noire, c'est la même chose pour les pôles. Je n'étais pas là ce matin, mais plus ça noircit, plus l'énergie est absorbée. Hein. C'est l'histoire du pouvoir absorbant du corps noir. L'albédo. Ça devient cataclysmique à ce moment-là. On peut répondre. En effet, il y a l'absorption du soleil et ce compte c'est l'albédo qui est le facteur qui mesure cela, qui est un chiffre qui va de 0 à 1. 1, c'est un corps qui absorberait toute la chaleur, donc qui renverrait toute la chaleur, et 0 qui absorberait toute la chaleur. Et la glace, par exemple, c'est justement là où c'est important dans le système climatique, c'est que la glace a un albédo de 0,8-0,9. C'est-à-dire qu'elle réémet 90% de la chaleur. Au contraire de l'océan ou d'un corps nu, d'un sol nu, qui lui absorbe 75% des océans, de la chaleur et rejette 25%. Mais Frédéric, moi j'ai vu en Antarctique et en Géorgie du Sud des icebergs ou des growlers retournés qui sont tout noirs en dessous. Parce qu'ils ont raclé. C'est parce qu'ils ont raclé. Ouais. Oui, j'ai une question pour Annie Cazenave. D'abord pour féliciter les orateurs, d'abord de ce matin et de cet après-midi, et ceux de ce matin surtout pour avoir montré l'espèce d'étroite relation entre l'état de la planète et le fait que c'est une planète pleine d'eau et pleine d'hommes et de femmes. Et que les uns agissent sur les autres. Un des facteurs prédominants du climat, c'est El Niño. C'est le courant froid du Pacifique. Chaud. Pacifique, oui, Enfin, chaud oui, ou froid. Et selon qu'on parle de l'une ou de l'autre. Et je voulais savoir si les modifications anthropogéniques du climat, en particulier de la température de la mer et de l'atmosphère, ont déjà des signatures dans la fréquence ou dans l'intensité du phénomène El Niño. Alors, il y a beaucoup d'études là-dessus aujourd'hui, mais je crois que la réponse n'est pas claire pour l'instant. Parce que quand on regarde avec des modèles de climat, ce qu'on appelle les modèles couplés, de longs runs sur 500 ans ou 1000 ans, sans forçage externe, c'est-à-dire même pas le soleil, même pas les volcans, et en tout cas pas le forçage anthropique. Donc on regarde la variabilité interne du système. On s'aperçoit que El Niño, le modèle sont assez bien capables de reproduire El Niño et sa fréquence, mais on voit qu'en fait il y a des modulations basse fréquence. Il y a des périodes où il y a vraiment des modulations très nettes de l'ordre de 25, 30 ans, etc. Puis des périodes où c'est beaucoup plus rapproché, etc.
Et maintenant, si on compare avec les observations, on n'a pas beaucoup de recul. On a vu qu'avec l'altimétrie, on n'a que 20 ans pour voir les structures, la signature d'El Niño sur le niveau de la mer. On peut remonter à 60 ans, comme je l'ai montré ce matin. C'est vraiment limite. Et on voit un peu ces modulations de basse fréquence. Et on a tendance à dire, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est encore essentiellement la variabilité interne du système naturel. Et le forçage, enfin la signature du forçage anthropique, alors on peut l'étudier avec des modèles, pareil, des modèles de climat, où là, on a mis tous les forçages, y compris les gaz à effet de serre, les aérosols, etc. Et pour l'instant, alors c'est peut-être que les modèles ne sont pas encore assez bons, mais on ne voit pas beaucoup de différence, en fait. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je crois qu'il me reste à remercier nos 4 participants. Je vous invite, s'ils sont d'accord, à leur poser des questions en off, si vous avez quelques minutes. Voilà, merci encore d'avoir participé. Vous avez une question, monsieur? D'accord, eh ben merci. Merci à eux. Ne bougez pas. On va tout de suite passer à la phase suivante et terminale de ce colloque de collège. Et donc, Monsieur Bignami, Monsieur Bonnet vont apporter des conclusions à ce colloque. Donc, on se prépare. On se mélange. Ouais. On se mélange. Allez, mettez le milieu. Alors les 2 Italiens là-bas et... Les 2 Italiens. Vous voulez vous mettre à côté? Comme ça, on vous encadre. Vas-y. Voilà. Bien. Eh bien, nous allons aborder maintenant une petite séquence de conclusion. Nous voulons d'abord remercier tous les courageux auditeurs qui sont restés jusqu'au bout. Vous avez subi une après-midi et une journée entière d'exposés, mais c'était d'autant plus agréable que nous avons eu la chance d'avoir des orateurs généralement excellents. Je voudrais remercier aussi Universcience qui nous a accueillis ici et qui nous a donné d'excellentes conditions pour ce petit colloque Océan et climat vu de l'espace. Alors, pour ces conclusions, nous avons ici 4 intervenants. Roger Bonnet, qui était président du COSPAR jusqu'au mois de juillet de l'année dernière et avec qui nous avons eu l'initiative d'organiser ces colloques à destination du grand public il y a un peu plus d'1 an à propos de l'année internationale de l'astronomie. Ça s'était tenu à l'UNESCO. Et puis nous avons eu l'idée d'un partenariat avec la Cité des Sciences, Universcience, pour continuer une série de ce genre. Giovanni Bignami, qui est à sa gauche, est le nouveau président du COSPAR. Et au COSPAR, nous avons souvent des astronomes comme présidents, parce que l'astronomie, c'est la science reine, et dans le domaine du spatial, c'est une discipline obligée, puisque l'espace est absolument indispensable si on veut observer les astres lointains et s'affranchir de l'obstacle que constitue l'atmosphère. Et puis, nous avons Jérôme Bavéniste, qui a présidé le comité scientifique avec lequel nous avons organisé le programme de ces sessions. Jérôme est un océanographe et il travaille à l'Agence spatiale européenne. Et je dois dire qu'il a fait un travail remarquable pour assembler avec nous le programme de ces 2 après-midi, de ces 2 journées. Voilà. Et puis moi, je suis le directeur du COSPAR. J'ai fait un petit peu d'océanographie, pas mal de spatial et beaucoup d'autres choses. Donc on va essayer d'animer cette petite séance de conclusion. Roger, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que le COSPAR, qui est une instance chargée avant tout de développer la coopération et l'information scientifique sur le spatial, attend d'événements comme celui-ci? Ce n'est pas une question
C'est pas une question si facile que ça. Si, je veux bien répondre, parce que je pense que le COSPAR est un organisme qui représente à peu près 45 pays aujourd'hui, 46 peut-être, 44, et qui ont tous la volonté de coopérer sur des sujets qui traitent de l'utilisation des satellites artificiels de la Terre pour la compréhension des phénomènes naturels, qu'ils soient ceux propres à la Terre, dont on a discuté une partie ici aujourd'hui, ou que ce soit ceux du reste de l'univers. Donc c'est une plateforme scientifique, absolument scientifique, qui n'est pas liée à la politique. Les contributeurs financiers au COSPAR sont plutôt les académies plutôt que les agences spatiales. On ne rejette pas l'argent des agences spatiales, mais en principe, ce sont les académies qui financent le COSPAR et qui seraient très heureuses, effectivement, de voir que les fonds que ces académies donnent au COSPAR sont utilisés sur des débats scientifiques et sur des débats destinés au public au sens plus large. Donc des discussions comme celle-ci qui font apparaître le rôle essentiel de la science et de l'éducation, comme l'a fait apparaître très bien la plupart des exposés, en particulier celui de cet après-midi sur le projet Mercator, où l'on voit que les observations in situ, les observations satellitaires et les modèles sont les éléments essentiels pour prévoir et bien analyser les phénomènes que l'on observe à la surface et dans l'océan, sont des éléments essentiels. Ce sont exactement les outils qu'on utilise quand on fait de l'espace. On utilise surtout les modèles et l'observation spatiale. Et le COSPAR est la plateforme idéale pour cela. Et c'est la raison pour laquelle je crois que le COSPAR a pris cette initiative d'organiser ces débats. Ils ont été très, très réussis dans le domaine de l'astronomie. La période actuelle est peut-être un peu moins favorable à recueillir des grandes foules dans une même salle un samedi après-midi, mais néanmoins, je pense que le fait qu'on puisse en débattre fait bien augurer de la valeur de ces débats. Et je crois qu'il nous faut, dans le futur, augmenter la fréquence et le nombre de sujets que l'on peut traiter comme ça. Oui, très, très volontiers. À vrai dire, voilà, comme tu as dit, moi je suis un astronome, personne n'est parfait, comme on dit. Néanmoins, je suis venu justement pour apprendre, et qu'est-ce que j'ai appris là, ces 2 jours? Vraiment beaucoup. D'abord, j'étais très impressionné, je veux dire, de la richesse des sujets, la professionnalité des gens qui nous ont raconté, comme tu disais, par exemple le projet Mercator, mais beaucoup. Donc, d'abord, j'ai appris beaucoup. D'autre partie, je suis convaincu, comme dit Roger, que ça vaut la peine de le faire, ces événements-là. Donc, nous, au COSPAR, on va continuer dans cette tradition. Enfin, c'est évident, mais c'est pas mal de le répéter, qu'on va continuer, soit en regardant hors Terre, soit en regardant la Terre, comme aujourd'hui. Bon, de plus, j'aurais plusieurs problèmes techniques, disons, ou scientifiques de que parler, mais c'est plus important peut-être que je vous donne ici la conviction, autant que président du COSPAR maintenant, de continuer ce travail que j'appelle de opinion maker, que je ne sais pas exactement comment on dit en français, opinion. Faiseur d'opinion, c'est pas terrible. Pour quelqu'un, enfin, pépiniériste, oui. C'est-à-dire, grosso modo, prendre les 44 ou 45, là on n'est pas sûr du nombre, parce qu'on a un pays qui est la Malaisie, qui est en train de rentrer. Donc, vous voyez, sérieusement, c'est très intéressant de regrouper 45 pays qui comprend bien sûr les grandes puissances spatiales, soit les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Europe, l'Inde, le Japon, hein, mais aussi de très pays pratiquement négligeables. On ne dirait pas que l'Arménie, par exemple, soit très importante, mais il y est. Hein. Alors, on fait quand même une masse importante et critique qu'on est en train d'essayer de l'augmenter. Par exemple, l'Arabie saoudite, maintenant, est peut-être intéressée à rentrer. Et là, c'est un pays qui, quand même, a une belle puissance. Hein. Mais il y a aussi la République démocratique du Congo,
qui n'a pas la même puissance concrète et solide, mais qui a un besoin vraiment énorme et commence à le comprendre de l'aide que les données spatiaux peuvent donner, notamment, vous comprenez bien, l'observation de la Terre. Hein, mais pour eux, c'est fondamental et le COSPAR peut vraiment aider à faire croître une génération de gens qui sont capables d'utiliser l'espace. Donc tout ça pour vous dire que on a quand même un certain poids que j'appellerais presque politique. Politique, c'est un mot difficile à utiliser, surtout pour un Italien aujourd'hui, mais c'est quand même pas politique dans la mesure qu'on en parle au niveau international. Par exemple, on vient d'avoir de l'administrateur de la NASA une lettre qui nous confie une responsabilité autant que, je ne vais pas dire consultant, mais enfin, advisor en quelque sorte pour tous les problèmes d'exploration de la système solaire, par exemple. L'exploration des planètes. Et là, c'est un problème très intéressant sur lequel, quand même, l'Europe a une tradition très très forte. Rappelons-nous par exemple que la surface de Titan, qui est un satellite géant de Saturne, donc c'est quand même très loin, a été touché pour la première fois d'un satellite européen. Et on commence à connaître cet objet très, très étrange du système solaire très très bien grâce justement. Alors, c'est là pour dire que moi, je crois beaucoup que si, par exemple, on commence à voir de la NASA ou des autres puissances importantes une espèce de mandat d'organiser au niveau mondial, par exemple, là, l'observation des océans. Donc, on a vu clairement My Oceans, quelque chose de très, très global. Difficile de trouver quelque chose de plus global qu'est l'océan, quand même. Hein. Alors, ça nous donnerait une possibilité d'intervention, par exemple vis-à-vis des Nations Unies, par exemple, ou n'importe quelle forme de gouvernement mondial qu'on imagine et il faut bouger dans cette direction. Donc moi, comme premier point que je retiens de ces 2 jours, c'est un mandat pour le COSPAR d'une intervention au niveau de l'opinion, au niveau politique, au niveau vraiment global. Merci beaucoup. Moi, je pourrais ajouter quelque chose en tant que représentant de l'Agence spatiale européenne ici. D'abord, je suis très heureux d'être venu à la Cité des Sciences. Je pense qu'une partie de notre travail doit se faire comme ça, en ouverture vers le public. Je suis très content de savoir que cette série de conférences est diffusée sur Internet, donc va toucher tout le monde francophone planétaire, mais aussi le monde anglophone, puisqu'elle sera donc traduite en 2 langues. Je suis assez déçu qu'on ait pu passer 15 jours et demi, parce qu'on aurait bien pu passer 15 jours. Il y a tellement de paramètres à observer et qui sont nécessaires dans la compréhension du processus global de l'océan. On aurait peut-être pu passer un peu plus de temps sur la température. On a eu une présentation très éclectique de notre collègue norvégien, Johnny Johannesson, sur toutes les techniques spatiales, qui a rappelé que les premiers télédétecteurs étaient ceux qui simplement regardaient les rayons du soleil à la surface de l'océan. Je voudrais dire qu'on parle des montées des eaux, comme d'une chose cataclysmique. Effectivement, la montée des eaux, c'est 3000 mètres par an, donc... je pense que ça, ce n'est pas le paramètre le plus important. Annie Casda va montrer tout à l'heure, quand on enlève cette pente et qu'on regarde les variations interannuelles de variation du niveau de la mer, là, on a des ordres de grandeur qui sont 10 ou 20 fois plus grandes. Et donc, l'exemple de Tuvalu, par exemple, qui montre que, en fait, finalement, l'eau a monté de 30 cm dans les 50 dernières années. Et donc, il y a effectivement une observation régionale à faire. Donc, cette carte du montée du niveau de la mer régionale, c'est très important de la surveiller et de continuer à surveiller. On a aussi parlé des modèles. Donc, on a vu que les modèles intégraient tout ça. Et pour lesquels, en fait, sans les modèles, les données spatiales seraient difficilement
fusionnable en fait. J'ai trop l'habitude de parler anglais pour trouver les mots francophones, mais fusionnable. Et donc voilà, on a eu un programme assez riche et l'Agence spatiale est tout à fait, disons, partenaire partant pour reproduire ce genre d'événement avec cette ouverture vers le public qui est le reflet même de l'accès aux données. On a vu que on l'a vu particulièrement dans le cas de MyOcean, où tout est ouvert à tout le monde, citoyens, décideurs, scientifiques, etc. Les données spatiales aussi. L'agence spatiale a donc mis à disposition des scientifiques, mais même des citoyens qui le demandent, puisque finalement, c'est une simple transfert de données avec juste identification du qui vous êtes, comme ça on sait ce que vous faites. Donc cette ouverture vers le public, donc c'est une démarche que nous souhaitons poursuivre à l'avenir. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur certaines... C'est eux qui contrôlent. Je voudrais revenir un petit peu sur des questions qui ont été abordées dans la table ronde précédente, quand on a parlé de l'optimisation du système d'observation, du fait que envoyer plusieurs satellites, c'était peut-être pas la méthode optimale, qu'au contraire, des satellites dédiés, c'est plus avantageux que des satellites multimissions qui font tout et n'importe quoi, mais rien bien. C'est une problématique qui est étudiée depuis assez longtemps, notamment dans le cadre du comité des satellites d'observation de la Terre, le CEOS, qui regroupe toutes les agences spatiales dans le monde qui utilisent ou qui développent des systèmes d'observation de la Terre. Alors, la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a parlé d'océan, de climat vu de l'espace. On vous a montré beaucoup de données, on vous a dit qu'on a des tas de techniques spatiales qui permettent d'observer l'océan ou la surface de la Terre. Et avec tout ça, on repart avec l'impression que finalement, on a un très bon système d'observation. Alors si vous vous souvenez de l'exposé qui a été fait pratiquement au début hier par Albert Fischer qui parlait de système d'observation à la surface de l'océan, il a dit qu'il y avait un objectif de système qui comportait des navires, des flotteurs, des profileurs, des mouillages et toute une série de systèmes, et que depuis quelques années, on plafonnait à peu près à 60% du niveau du système d'observation qu'on espérait avoir. Et ça, c'est pour le système de mesure à la mer. Pour le système d'observation spatiale, on est pratiquement dans une situation analogue. On a aujourd'hui des systèmes expérimentaux. On a parlé de Cryosat, qui a été lancé cette année, ou l'année dernière. On a parlé d'Osmos, qui a été lancé aussi il y a 1 an ou 2. Et ce sont des systèmes sans suite. On les lance une fois, on obtient des données, on est très content, et puis on s'aperçoit que c'est très utile, on a envie que ça recommence. Alors donc la communauté scientifique concernée se bagarre pour essayer d'obtenir un SMOS 2 ou un Cryosat qui sera plutôt 3 que 2, puisque le premier était parti directement dans l'eau. Dans le domaine de l'altimétrie, qui est une de nos techniques favorites, on a eu Topex Poséidon, ça a été une bataille homérique pour obtenir cette coopération franco-américaine. Puis il y a eu Jason 1, qui a été une deuxième bataille homérique pour obtenir de nouveau une coopération franco-américaine. Puis encore une bataille pour obtenir Jason 2, dans lequel cette fois on a réussi à faire intervenir EUMETSAT, qui est l'agence européenne de satellites, et la NOAA, qui est l'agence météorologique et océanographique américaine. Et encore une dernière bataille plus récemment pour obtenir un Jason 3 qui sera lancé dans quelques années. Et on espère avoir assez de chance pour qu'il y ait un chevauchement, un recouvrement entre Jason 2 et Jason 3. Et à chaque fois, ce sont des batailles littéralement extrêmement difficiles qui mettent en jeu les communautés scientifiques, les différentes catégories d'utilisateurs, mais on n'a jamais de certitude que le satellite sera décidé, qu'il sera décidé à temps et qu'il sera lancé à temps et que ça fonctionnera et qu'on aura la garantie de continuité des observations. Donc en fait, il faut bien comprendre que nous n'avons pas aujourd'hui le système d'observation ni de l'océan ni du climat de façon plus générale qui correspond à la situation actuelle d'une planète dans laquelle le climat est en train de changer et dans laquelle on a besoin de surveiller ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe. Donc s'il y a un message que vous, grand public, pouvez en transporter avec vous et que nous, COSPAR, et avec nos partenaires des agences spatiales, et avec nos membres, les académies des sciences et les pays qui en sont membres, nous essayons de transmettre à nos gouvernements, c'est que ces systèmes nous ont énormément avancé dans la compréhension du climat, dans la compréhension de l'océan, qu'ils ont une utilité sociale, et ça a été amplement démontré
notamment par l'exposé tout à l'heure de Pierre Bahurel, mais que ces systèmes ont besoin de continuité pour produire leurs résultats. À défaut de quoi, tout le travail qui a été accompli, tous les investissements qui ont été faits depuis 20 à 30 ans risquent d'être gaspillés. Alors il y a des efforts internationaux pour pérenniser ces choses-là. Il y a un groupe intergouvernemental qui s'appelle GEO, qui essaye de mettre en place entre maintenant et 2015, entre 2005 et 2015, nous sommes à mi-parcours, un système global d'observation de la Terre, s'appuyant sur les différents systèmes existants au niveau national. Mais même cette entreprise est extrêmement complexe parce qu'il s'agit de mettre d'accord tous les pays du monde sur des standards, sur des règles de distribution de données qui ne sont pas facilement acceptées par tout le monde, etc. Le COSPAR, qui vise justement à l'échange, à la liberté de coopération et de diffusion des données dans l'ensemble de la communauté scientifique spatiale, est très naturellement intéressé à ces questions. J'ai parlé longuement, mais c'est comme ça. Et très clairement. Non, moi je souscris totalement. Effectivement, il y a tous ces organismes qui travaillent et qui essaient de se coordonner et qui arrivent le plus souvent. Mais effectivement, il y a, je pense, un besoin d'organiser les priorités sur tous les systèmes d'observation. Il y en a beaucoup et c'est vrai que les décideurs ont dans les cartons des propositions variées. Et je pense que le rôle de ces regroupements par agence ou par groupe scientifique est nécessaire pour organiser les priorités en amont. Comme ça, la communauté sait ce qu'elle veut exactement et propose, comme par exemple un explorer pour tester une idée, dans la série des explorers de l'Agence spatiale européenne, ou une mise en opération qui est là, au-delà simplement de la communauté scientifique, mais pour lequel la communauté scientifique est totalement primordiale, cruciale, nécessaire. Oui, moi, je voudrais réagir à nouveau sur ce que tu as dit et qui est, à mon avis, le message le plus important. Petite parenthèse, j'ai consulté, je suis tombé hier soir par hasard, non pas par hasard parce que je cherchais cette valeur, mais je voulais m'en assurer. Hier soir à 19h, il y avait 6 937 milliards d'habitants sur Terre. En l'an 1900, il y en avait 1,8 milliard. Donc, sous peu, nous serons 7 milliards d'habitants sur cette planète. La planète Terre, c'est la planète la plus complexe du système solaire. Elle est pleine d'eau et elle est pleine d'hommes. Et les deux doivent vivre ensemble parce qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. En tout cas, nous ne pouvons pas vivre sans l'eau. Et nous avons effectivement besoin de comprendre ce qui est en train de nous arriver. Et ce qui est en train de nous arriver n'est pas nécessairement tout rose. On a vu qu'il fallait démarrer assez vite le développement d'énergies renouvelables qui doivent remplacer à 50 ans de distance les énergies que nous utilisons aujourd'hui à moindre prix. Donc il y a besoin réellement d'un plan extrêmement structuré pour nous permettre de continuer à vivre à un niveau raisonnable. Dans les 100 prochaines années, nous allons vers un cataclysme global si nous ne le faisons pas maintenant. J'ai tout à fait confiance dans les capacités de l'homme à réagir à l'adversité, il l'a montré dans le passé. Je suis tout à fait confiant dans le fait qu'il est capable de se doter des moyens de le faire, de faire un vrai plan Marshall pour lui-même et se sauver lui-même des exactions qu'il a commises sans trop savoir ce qu'il faisait dans les siècles précédents. Et dans ce domaine-là, l'espace est absolument crucial. L'espace est crucial et en effet, pour comprendre ce que nous faisons sur notre propre environnement, l'espace est idéal. Il est idéal pour ce qu'on a discuté aujourd'hui, il est idéal pour le changement climatique en général, il est idéal pour la gestion des ressources dont nous avons tous besoin. Nous n'aurons plus de pétrole liquide dans 50 ans. Dans 15 ans, il n'y a plus d'indium exploitable sur Terre. Les ressources diminuent. Or, c'est essentiel pour beaucoup d'instruments que nous utilisons dans la vie quotidienne. Les ressources diminuent. Il y a besoin d'une gestion globale de la planète. Et je crois qu'en effet, un système qui permettrait d'assurer que nous avons dans l'espace les moyens qui sont essentiels et
assurer d'une pérennité de fonctionnement, comme tu l'as si bien dit, est un élément majeur de l'action que tous ceux qui comprennent ce problème doivent entreprendre. Et en particulier le COSPAR, qui a cette capacité d'analyse scientifique un peu en amont des décisions politiques et qui doivent attirer l'attention des décideurs sur ce problème crucial en vue d'établir en effet un système décisif de décision qui rapporterait, comme tu l'as dit, Nani, aux Nations Unies, pour assurer que nous avons, à un moment donné, à un moment précis, les moyens de pallier les difficultés que nous rencontrons dans notre évolution du XXIe siècle. Si nous arrivons à faire cela au XXIe siècle, je pense que le 22e sera sans doute plus facile. Mais nous n'y serons pas. Bon, ça, j'en sais rien. Il ne faut pas le dire. Non, on pense au retour de la comète de Halley, 2062. Le prochain tour de la comète de Halley, comment on trouvera... vous vous rappelez, c'était passé en 86. Alors sérieusement, je prends bien sûr ta suggestion, qui est évidemment un des rôles que nous donnons nous-mêmes. Entre-temps, il y a quand même au moins deux aspects un peu concrets sur lesquels nous pouvons d'ores et déjà travailler, évidemment. D'abord, une analyse plus conjointe des données qui existent déjà. C'est évident à dire, mais par exemple, le programme GMES, Global Monitoring for Environment and Security de l'Agence spatiale européenne, c'est exactement ça. Et de la communauté européenne. Et de la communauté européenne, pardon. Je m'excuse pour la communauté européenne. Je veux dire, c'est déjà carrément ça. Mettre ensemble des satellites très différents. Comme on dit, c'est vrai qu'on ne peut pas réalistiquement faire un satellite d'observation de la Terre multilongueur d'onde, mais on peut mettre ensemble de différentes données. Par exemple, quand j'étais président de l'Agence spatiale italienne, j'ai fait démarrer le programme Cosmos SkyMed. C'est une histoire très amusante, je vous la raconte entre nous, c'est sur un politicien italien. Je voulais faire une couverture radar de la Méditerranée. Parce qu'en Méditerranée, effectivement, donc Cosmos SkyMed. Et alors on dit, bon, on prend un satellite, on le met en orbite, mais le radar, il faut le faire pas trop quand même, parce que typiquement, à la minimum d'auteur d'un satellite stable, donc 500 km, grosso modo. Malheureusement, à 500 km, le satellite ne reste pas dans la même position sur la Méditerranée. Il a la stupide habitude de tourner autour de la Terre. Donc, en effet, on s'est rendu compte... Il en faut plusieurs, parce que tu veux retourner sur le même endroit après quelques heures, etc. Donc, maintenant, il y a en orbite 4 satellites radars qui marchent très, très bien, à vrai dire, marchent très, très bien, et qui fournissent une couverture splendide de la Méditerranée, bien sûr, mais aussi, entre parenthèses, du reste de la Terre. La Méditerranée, c'est plus ou moins comme le désert de Gobi, comme dimension, grosso modo. C'est 1,5% de la surface de l'océan. Voilà. Donc, cela pour dire que, par exemple, c'est très drôle, l'utilisation de le mot UFO, Unidentified Floating Object, que j'ai beaucoup aimé, existe déjà, c'est-à-dire avec Cosmos SkyMed, qui est capable de voir des objets sous-métriques, on voit très bien des objets Unidentified Floating Objects ou des cétacés, comme vous disiez. Mais quand je dis ça n'intéresse personne, parce que les espions ne s'intéressent pas aux morceaux de bois qui flottent ou aux cétacés. C'est ça, la vraie raison d'être. On veut découvrir le char, etc. Mais la baleine, on s'en fout, quoi. Voilà. Hélas, malheureusement. Donc, ça existe déjà. L'aspect, par exemple, radar, qui marche à travers les nuages la nuit, et l'aspect optique, il y en a énormément, notamment la série Spot, etc. Tout ça, c'est déjà prêt pour être intégré, il y a des satellites allemands, etc., pour être intégré dans ce système. Et l'autre aspect très important, c'est la continuité. On en a parlé, bien sûr, Annie Cazeneuve l'a cité correctement. Et là, on peut essayer de travailler dans la direction d'assurer la continuité, à la fois pour la continuité scientifique, par exemple l'aspect géophysique, l'interaction Terre-Océan pour la géophysique, mais aussi pour les applications, comme dans le cas de Mercator.
Donc ces deux aspects-là, assurer ou travailler pour la continuité et pour l'intégration des données à différentes longueurs d'onde, c'est déjà 2 points possibles sur lesquels l'action est possible d'aujourd'hui. Alors je demande justement à l'agence européenne de continuer dans cette direction. Alors, en ce qui concerne Cosmos Skymed, l'Agence spatiale européenne a favorisé l'accès aux données aux scientifiques en utilisant nos canaux pour recruter des idées pour exploiter ces données. Effectivement, il y a une technologie très importante que ceux qui accèdent les données peuvent utiliser pour regarder des petits objets submétriques, donc pourquoi pas des objets comme des cétacés qui sont légèrement plus gros et doivent être certainement... On voit très bien les canaux des... Les sillages des navires. On identifie les navires. Chaque navire sur la planète est détectable par la technique de synthèse d'ouverture, la radar synthèse d'ouverture, jour et nuit, qu'il y ait des nuages ou quoi. Et donc, avec l'augmentation de la résolution, aussi des objets de plus petite dimension. Moi, je voulais... penser à conclure, à moins qu'il y ait d'autres interventions. Moi, je voudrais conclure peut-être en disant que d'abord, je remercie les scientifiques qui ont pris sur leur temps de travail pour venir s'approcher du public. Donc, je remercie tous les orateurs de cette journée et demie. Je remercie plus particulièrement Catherine Chabot et Jean-François Münster qui sont venus spécialement pour la table ronde. Et je sais aussi que c'est un effort important parce qu'on a tous une vie bien remplie. Et c'est un effort de générosité qu'on apprécie énormément de venir partager son savoir et son expérience devant le public de la Cité des Sciences et le public, les internautes du site de la Cité des Sciences. Je crois qu'il faut remercier aussi les 2 journalistes qui ont animé les tables rondes hier soir et cet après-midi. Marine Sigler hier et Émilie Martin aujourd'hui, d'autant que Émilie avait quand même quelques difficultés qui se sont produites récemment et qui rendaient difficile sa présence toute la journée. Elles ont fait un travail remarquable et je crois que les discussions qu'elles ont su animer ont suscité beaucoup d'intérêt parmi vous. Pour conclure, si on veut aller encore dans cette voie, on a dit qu'il y avait bientôt plus de gaz et de pétrole, mais il reste encore pas mal d'eau de mer et puis un petit peu de champagne. Et pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, et il y a peut-être même du jus de fruits, il y a un petit cocktail organisé au niveau -2 dans une salle du restaurant Le Hublot, et vous êtes tous conviés à y assister. Et ça donnera l'occasion certainement d'encore des échanges et des discussions entre vous et tous les participants à ces 2 journées. Je voudrais donner le mot de la fin à la Cité des Sciences et de l'industrie. Donc la Cité des Sciences et de l'industrie nous a accueillis, mais moi je voudrais dire, et surtout aux internautes, que pendant 1 an et 3 mois, ils auront l'occasion de venir à Paris et visiter l'exposition qui est remarquable, qui fait comprendre un certain nombre de choses, tant au niveau physique, biologie, etc., en ce qui concerne donc l'océan, le climat et nous. Et donc moi j'ai visité l'exposition et je ne peux que la conseiller à toutes les familles francophones, anglophones et italophones, puisque j'ai appris que les Italiens sont les premiers visiteurs de la Cité des Sciences, et donc c'est traduit aussi en italien, in italiano. Merci.